vivons dans un monde saturé de récits. Chaque jour, nous recevons des informations, des vidéos, des films, des news, des images, des paroles qui façonnent notre perception de la réalité. Ces récits ne sont pas de simples décorations de notre quotidien, ce sont des forces actives qui influent sur nos émotions, nos comportements, notre ADN, notre mental et même notre corps. Parmi ces forces invisibles, il en est une qui mérite notre attention, l'effet nocebo. Vous connaissez sans doute sa correspondance positive, le placebo, qui illustre la puissance de la croyance positive. Mais le nocebo, lui, est son ombre. Il montre que la peur, la croyance négative ou l'information toxique peuvent rendre malade, parfois aussi sûrement qu'un virus ou qu'un poison. Nous allons explorer ensemble comment l'effet nocebo agit sur les individus et sur les sociétés, comment il transforme nos peurs en symptômes, nos inquiétudes en maladies et nos récits en prison mentale et physique invisibles. Nous verrons aussi comment il est possible de s'en libérer. Comprendre l'effet nocebo, ce n'est pas seulement découvrir une curiosité médicale, c'est reconnaître que nous sommes tous, chaque jour, exposés à des récits qui peuvent nous fragiliser ou nous renforcer. C'est prendre conscience que notre santé dépend autant de notre corps que de notre imaginaire. Et c'est aussi ouvrir la possibilité d'un autre chemin, celui où l'humanité choisit de ne plus être victime de ses peurs, mais actrice autonome de sa confiance. Commençons par une distinction fondamentale. Vous avez certainement entendu parler de l'effet placebo, ce phénomène fascinant où une simple croyance positive peut déclencher des effets physiologiques réels. Un patient à qui l'on donne une pilule de sucre, mais à qui on affirme avec conviction qu'il s'agit d'un médicament efficace, ce patient, dans de nombreux cas, ressentira une amélioration tangible, diminution de la douleur, apaisement de l'anxiété, parfois même accélération de la guérison. Le placebo est la preuve éclatante que notre esprit n'est pas un spectateur passif de notre santé, mais un acteur puissant, capable de mobiliser nos ressources internes. Mais à côté de l'effet placebo, il existe une ombre, l'effet nocebo. Là où le placebo soigne, le nocebo rend malade. Si l'on vous dit qu'un médicament provoque des effets secondaires, vous avez plus de chances de les ressentir, même si le comprimé est neutre. Si l'on vous répète qu'un environnement est dangereux, votre corps peut développer des symptômes qui n'ont rien à voir avec une menace réelle. L'effet nocebo est la matérialisation de la croyance négative, l'incarnation physiologique de la peur. L'esprit humain est une force ambivalente. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. La peur est une émotion archaïque, inscrite dans nos gènes. Elle nous sauve des prédateurs, elle nous permet de fuir les dangers. C'est un mécanisme de survie. Mais lorsqu'elle est entretenue, la peur, répétée, amplifiée, devient un poison. Elle agit comme une drogue invisible qui altère nos perceptions, qui fragilise nos défenses immunitaires et dérègle nos systèmes hormonaux. Lorsque vous vivez dans la peur frontale ou sournoise,
votre corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. À petite dose, le cortisol est utile. Il vous prépare à réagir, mais lorsqu'il est sécrété en continu, il devient destructeur. Et lorsque cette peur est alimentée par des récits négatifs, par des informations anxiogènes, elle devient un vecteur de l'effet nocebo. Vous n'êtes plus seulement inquiet, vous devenez malade à cause de votre inquiétude. Une information n'est jamais neutre. C'est un récit, une mise en scène. Lorsqu'elle est anxiogène, lorsqu'elle est répétée, elle agit comme une suggestion hypnotique. Elle s'infiltre dans nos esprits et colonise nos imaginaires. Vous avez peut-être déjà ressenti ce phénomène. Après avoir entendu parler d'une épidémie, vous commencez à tousser. Après avoir lu un article sur une pollution invisible, vous sentez une gêne respiratoire. Après avoir vu un reportage sur une crise économique, vous ressentez une douleur dans la poitrine. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des réactions psychosomatiques. Le corps traduit en symptômes ce que l'esprit a intégré comme menace à laquelle le corps réagit. L'information toxique agit comme une graine de peur. Elle se plante dans notre esprit, elle germe dans notre imagination et elle finit par produire des symptômes réels. Le nocebo agit dans les couches profondes de notre psychisme. Il déclenche des réactions physiologiques mesurables. Des études montrent que des patients informés de possibles effets secondaires d'un médicament ressentent effectivement ces effets, même si le médicament est neutre. Le corps obéit à la croyance. Les mécanismes sont multiples. Activation du système nerveux autonome, sécrétion d'hormones de stress, perturbation du système immunitaire, amplification de la douleur. Le nocebo n'est pas une illusion, c'est une réalité biologique. Et chacun de nous peut en faire l'expérience. Lorsque vous êtes convaincu que vous allez tomber malade, vous augmentez vos chances de l'être. Lorsque vous êtes persuadé que vous êtes fragile, votre corps devient effectivement plus vulnérable. Mais le nocebo ne touche pas seulement les individus, il touche les sociétés entières. Car la peur est contagieuse. Elle se propage comme un virus émotionnel. Elle se transmet par les mots, par les images, par les gestes. Une société qui vit dans la peur devient une société paralysée. Elle réduit ses horizons, elle se replie sur elle-même et perd confiance dans l'avenir. Elle devient malade à cause de ses propres récits. Il y a des exemples historiques de ces contagions nocebo, des communautés persuadées d'être maudites qui développent des maladies collectives, des populations convaincues que l'air est empoisonné et qui s'effondrent en masse, des foules persuadées que la fin du monde est imminente et qui vivent dans une angoisse permanente. L'histoire humaine est jalonnée de phénomènes où la peur, la croyance négative ou les rumeurs ont suffi à provoquer des maladies collectives. Ce concept suggère que l'effet nocebo peut se propager au sein d'un groupe. Si une personne est convaincue qu'elle est malade ou qu'un groupe est menacé, son anxiété peut déclencher des symptômes physiques qui se propagent à d'autres par la contagion sociale ou psychologique. Ces épisodes sont autant de témoignages de la puissance du nocebo à l'échelle sociale. Dans les temps anciens, les habitants
convaincus que l'eau était maudite, commençaient à développer des maux de tête, des vertiges ou des éruptions cutanées. La danse de Strasbourg, pendant l'été 1518, a vu plusieurs centaines de personnes à Strasbourg qui se sont mises à danser de manière compulsive et incontrôlable dans les rues, certaines allant jusqu'à mourir d'épuisement ou d'une crise cardiaque. Les médecins de l'époque, démunis, ne trouvaient aucune cause biologique. Pourtant, la souffrance était bien réelle. Ce n'était pas une illusion, mais une contagion psychosomatique. Plus près de nous, des foules entières ont été victimes de panique collective. Dans certaines usines, une rumeur de gaz toxique a suffi à provoquer des évanouissements en chaîne, alors que les analyses ont montré qu'aucun gaz n'était présent. Mais la peur avait déjà fait son œuvre. Le corps, convaincu du danger, s'était effondré. Un autre exemple sont des troubles qui sont apparus chez certains riverains d'une antenne relais de téléphonie mobile, alors même que l'installation n'avait pas encore été mise en service. Par ailleurs, une étude sur l'influence de la prière sur la guérison d'un malade présentait chez certains plus de complications s'ils étaient informés que des prières étaient dites en leur faveur. Une hypothèse est que le stress supplémentaire engendré par le fait que ces malades avaient besoin de prières avait induit un effet nocebo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de ces phénomènes. Les réseaux sociaux, certaines chaînes proposant et relayant des informations erronées ou qui servent leur propre intérêt, le passage d'une comète crée des vagues de nocebo collectifs. Une rumeur de contamination alimentaire peut provoquer des milliers de consultations médicales. Une annonce exagérée sur une crise économique peut déclencher des symptômes d'angoisse chez des millions de personnes. Et ces exemples montrent que le nocebo n'est pas seulement une curiosité médicale, c'est une force historique et contemporaine capable de transformer la vie des sociétés. Les médias jouent un rôle décisif dans la diffusion du nocebo, non pas parce qu'ils inventent la peur, mais parce qu'ils la mettent en scène, la répètent et l'amplifient. Chaque crise devient un spectacle. Chaque menace devient une dramaturgie. Chaque incertitude se transforme en alerte. Lorsque vous allumez votre télévision ou que vous consultez vos réseaux sociaux, vous êtes bombardé de récits anxiogènes. Tueries partout en France et dans le monde, catastrophes naturelles, crises sanitaires, menaces sécuritaires, effondrement économique. Il en est de même pour les films sur les plateformes de streaming qui contaminent la peur. Ces récits ne sont pas faux, mais ils sont souvent présentés de manière dramatique, sans nuance, et beaucoup de personnes les absorbent comme des vérités absolues. Le problème n'est pas l'information en soi, mais sa mise en récit. Une information répétée, en boucle, devient une suggestion hypnotique. Elle s'infiltre dans nos esprits, elle colonise nos imaginaires, elle façonne nos corps. Nous finissons par ressentir des symptômes qui ne sont pas liés à une cause directe, mais à l'anticipation du danger. Ainsi, les médias ne sont pas seulement des relais d'information, ce sont des producteurs de nocebo. Ils créent les environnements narratifs où la peur devient omniprésente, où l'angoisse devient la norme, où la maladie psychosomatique se propage. Pourquoi croyons-nous si facilement à ce type de récits, même s'ils sont faux, altérés ou le résultat d'une perception personnelle erronée? Tout simplement parce que notre psychologie est ainsi faite. Nous sommes des êtres de récits. Nous avons besoin de comprendre le monde à travers des histoires,
et les histoires de peur sont puissantes. Elles captent l'attention, elles mobilisent nos émotions, elles nous donnent l'impression de maîtriser l'inconnu. La peur est une émotion primaire. Elle déclenche des réactions immédiates dans notre corps, accélération du rythme cardiaque, contraction des muscles, sécrétion d'hormones de stress. Ces réactions sont utiles en cas de danger réel, mais lorsqu'elles sont déclenchées par des récits, elles deviennent des pièges. Nous adhérons aux récits négatifs parce qu'ils nous semblent crédibles. Ils exploitent nos vulnérabilités psychologiques. Ils jouent sur notre tendance à anticiper le pire, à imaginer des menaces, à nous protéger contre des dangers hypothétiques. Et plus un récit est retransmis, relayé et répété, plus il devient vrai pour nous. La répétition est une forme de persuasion. Elle transforme une hypothèse en certitude. Vous pouvez savoir intellectuellement qu'un danger est exagéré, mais votre corps réagira quand même. Vous pouvez démontrer scientifiquement que tel risque est minime, mais votre esprit restera hanté par l'image du pire. La rationalité a ses limites face au nocebo, car le nocebo agit dans les couches profondes de notre psychisme. Il ne se contente pas de convaincre notre esprit conscient. Il infiltre notre inconscient, il mobilise nos émotions tout en déclenchant des réactions physiologiques. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre le nocebo uniquement grâce à la raison et à la logique. Vous pouvez expliquer, démontrer, prouver, mais si la peur est déjà installée, si le récit négatif est déjà intégré, votre corps continuera à réagir. La rationalité est une arme nécessaire mais insuffisante. Elle doit être complétée par des stratégies émotionnelles, narratives et collectives. Comment s'en libérer? Comment briser ce cercle vicieux? La première stratégie est la réécriture des récits. Il ne s'agit pas de nier les dangers, mais de les replacer dans une perspective plus large. Nous devons apprendre à cultiver des récits positifs, à nourrir nos imaginaires de possibilités et à valoriser les histoires de guérison, de solidarité et de renaissance. Nous devons rétablir la puissance du placebo inversé, c'est-à-dire la capacité à croire en la santé, en la force et en l'avenir. La résilience, c'est la capacité à transformer la peur en vigilance, la croyance en confiance et l'information toxique en récit porteur de vie. C'est la capacité à créer des environnements narratifs où la confiance circule et où l'espoir se transmet. Le placebo inversé, c'est la capacité à croire en notre force et en notre capacité à construire l'avenir. C'est la puissance de la confiance en soi qui agit comme un médicament invisible. Lorsque vous croyez que vous allez mieux, vous augmentez vos chances d'aller mieux. Lorsque vous croyez en la résilience collective, vous augmentez vos chances de la réaliser. Le placebo inversé n'est pas une illusion, c'est une réalité biologique. Il mobilise les mêmes mécanismes que le nocebo, mais dans une direction positive. Il active le système nerveux autonome, il stimule le système immunitaire, il réduit la douleur tout en favorisant la guérison. C'est pourquoi il est si important de cultiver la confiance, de nourrir nos imaginaires de récits positifs, de créer des environnements narratifs porteurs de santé. Enfin, il nous faut penser une véritable écologie de l'information.
De même que nous protégeons notre environnement physique contre les pollutions, nous devons protéger notre environnement mental contre les pollutions toxiques narratives. Ceci implique de choisir nos sources, de diversifier nos récits, de créer des espaces de parole où la confiance peut circuler. Cela implique de reconnaître que l'information n'est pas seulement un outil, mais une nourriture, et que cette nourriture peut être bénéfique ou toxique. Une écologie de l'information, c'est une manière de protéger nos imaginaires contre les pollutions toxiques. C'est une manière de construire une mémoire collective où la peur n'est pas la norme, mais où la confiance devient le moteur. Nous avons parcouru ensemble les multiples visages de l'effet nocebo. Nous avons vu comment la peur, la croyance négative et les rumeurs erronées ou l'information toxique peuvent s'infiltrer dans nos vies jusqu'à provoquer des symptômes physiques réels. Nous avons constaté que le nocebo n'est pas une illusion, mais une force biologique et sociale capable de fragiliser des individus et des communautés entières. Mais nous avons aussi découvert qu'il existe une issue. Car si le nocebo est l'ombre du placebo, il nous rappelle que la confiance, l'espérance, la réécriture des récits sont autant de moyens de transformer notre rapport au monde. Nous pouvons choisir consciemment de nourrir nos imaginaires de récits porteurs de vie, de cultiver une écologie de l'information qui protège nos esprits et de bâtir une mémoire collective où la peur n'est plus la norme. L'effet nocebo nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas seulement les victimes de nos corps, nous sommes les auteurs de nos histoires, et ces histoires, selon la manière dont nous les racontons, peuvent nous guérir ou nous rendre malades. Je vous invite donc à un geste simple mais puissant. Soyez attentifs aux récits que vous laissez entrer dans vos vies. Soyez sélectifs. Choisissez ceux qui vous renforcent, ceux qui vous inspirent et ceux qui vous donnent confiance. Car en changeant nos récits, nous changeons l'humanité terrestre. Et c'est peut-être dans cette transformation que réside l'une des clés de notre santé et de notre liberté.